La perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler d'Apple qui atteint une capitalisation boursière de 1,5 billion de dollars. C'est bien ça, hein, c'est trillion en anglais, donc je crois que c'est bien billion en français. On en perd le nord tant ces chiffres sont astronomiques. On va aussi dire quelques mots sur la conférence WWDC d'Apple de la semaine prochaine où il devrait se passer des trucs intéressants. On va également parler des conséquences très concrètes dans la tech du mouvement Black Lives Matter qui a des conséquences un petit peu inattendues ou peut-être attendues. On va parler de la PlayStation 5, on va parler de changements sur les réseaux sociaux et de plein d'autres choses. Et pour m'aider à tout ça, il va y avoir dans 5-10 minutes, Marion devrait arriver, elle est un petit peu en retard, mais on a déjà Jeff qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley et juste en dessous d'une bouche d'air conditionné. Donc désolé s'il y a un petit peu de bruit de fond, mais comment ça va, Jeff ? Bah, ça va, désolé, je peux pas bouger ma bouche d'air conditionné au bureau de Palo Alto, je trouve. Et tu prends une grande respiration avant de partir à toute vitesse quand tu fais l'introduction, parce qu'à chaque fois, je suis épaté par la vitesse à laquelle tu sors. Écoute, c'est 15 ans d'entraînement, 15 ans d'entraînement, et puis surtout l'impression qu'il faut, quand on lance l'émission, que les choses partent de manière dynamique. Il faut qu'on se lance. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Il faut que ça soit entraînant, tu vois. Alors après, on peut endormir un peu les gens, mais au début, c'est genre bonjour à tous, salut, bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Tu vois, c'est l'ambiance. Donc, je fais des efforts. C'est travailler tout ça. Il faut pas croire. Avant de parler donc de cette capitalisation boursière incroyable avec toi qui est VC dans la Silicon Valley, donc tu connais un petit peu le monde de l'argent et le monde de la tech, donc je suis curieux de savoir ce que tu en penses, même si c'est peut-être que la continuation de ce qu'on voit déjà depuis longtemps. Avant ça, donc, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission et grâce à qui l'émission peut exister, notamment Vincent Geneste, Loïc Chaussat, Hubert Florin, Pium, Pachimou, Damien Villa, Antoine Lothoré, Benoît Gignon, Steve Masson et Dadol. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui font le choix de soutenir financièrement l'émission. Je vous aime d'amour tous, chacun d'entre vous, tous et toutes. Alors, le premier sujet qu'on va évoquer, c'est effectivement le fait que Apple ait atteint la capitalisation boursière la plus haute d'une entreprise américaine de l'histoire. C'est pas forcément surprenant que les sociétés de la tech aient encore gagné en capitalisation. C'est le cas d'ailleurs de Amazon, de Facebook, de Microsoft et d'autres qui ont eu des records de capitalisation élevés. Ça veut dire que donc le marché et la bourse pensent que les sociétés peut-être peuvent monter encore plus haut, j'imagine. C'est un peu comme ça que ça marche. Et vu l'importance de la tech dans un monde où le télétravail devient de plus en plus important, si ce n'est la norme, peut-être que c'est pas surprenant. Mais on a quand même l'impression que ça ne s'arrête jamais et on se demande jusqu'où ça peut aller. Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pas trop haut ? Est-ce que c'est pas trop fou ? 1,5 billion de dollars. On a l'impression qu'on navigue dans des sphères irréalistes, quoi. Sois bien clair sur la dénomination, parce que 1,5 billion de dollars, c'est ils sont aux US, ils sont à 1,5 trillion, donc 1500 milliards de dollars. C'est ça. C'est sûr que ça s'appelle billion ? Ça s'appelle billion en France ? Oui, je crois bien que c'est ça. Wow. Oui, c'est des billions. Ouais. Wow. Parce que pour nous, billion, c'est milliard. Exactement, oui, mais pour nous, vos billions, c'est nos milliards, donc c'est bien ça, oui. Je crois bien que je me trompe pas. Mais du coup, ouais, la question c'est, d'une part, qu'est-ce que t'en penses, comment t'analyses la chose, jusqu'où ça peut aller, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est raisonnable ? Ça a l'air complètement fou vu d'ici, quoi. De toute façon,
Ça paraît complètement fou d'ici aussi, et je me rappelle la fois où Apple a passé le trillion de dollars pour la première fois, et après Microsoft l'a fait, et après... bah oui, sauf que c'est des trillions. Non, mais en anglais, on parle français ici, monsieur Clavier. Oui, mais tu peux pas dire billion, parce que billion, c'est pas ça. J'ai plein de boîtes qui valent des billions. Et donc, c'est tout simplement le reflet économique de la valeur d'Apple et de GAFA en général, parce que la raison pour laquelle leur stock est aussi haut, c'est il y a un certain nombre d'unités de stock qui sont sur le marché, et les marchés financiers voient la performance de ces boîtes dans le futur et les dividendes qu'ils vont payer à leurs investisseurs, en se disant, bah voilà, de toute façon, les boîtes continuent à développer leur marché, leurs revenus, etc. Et donc, ils ont une valeur financière qui est escalée. Bon, ça s'est quand même cassé la gueule un peu sur les 2-3 derniers jours, là, parce que le marché a dévissé quand même assez méchamment à la fin de la semaine et encore aujourd'hui, parce que, en gros, ça n'a aucun sens que les marchés, le Nasdaq soit au plus haut, c'est-à-dire qu'on a battu le record du Nasdaq la semaine dernière, où il est passé à 10 000 points pour la première fois. Donc ça veut dire que le marché des stocks tech aux États-Unis est au plus haut, alors qu'on est au milieu d'une crise économique sans précédent. Et toutes les boîtes seront impactées. Je veux dire, il y a aucune façon de regarder les résultats 2020 des boîtes et de ne pas voir des baisses de 5% ici, 20% là, du revenu, des prospects, etc., etc. Donc il y a une décorrélation totale entre la réalité économique et la réalité des marchés financiers. Pourquoi ? C'est parce que la Fed américaine a mis en place un système de liquidité sans précédent. Donc ils ont imprimé des billets comme ils n'ont jamais fait. Et les marchés, en gros, s'attendent à ce que les stocks les stocks tech bénéficient les actions, hein. Quand tu dis stock, ça veut dire action. Oui, des actions. Les actions tech vont bénéficier en fait de la reprise économique que tout le monde commence à voir éventuellement au coin de la rue, mais ça, en ce qui me concerne, ça n'a pas de sens. Ah, donc tu crois que ça n'a pas de sens et que la valeur boursière d'Apple aussi haute est quoi ? C'est basé sur un espoir qu'ils profitent de l'augmentation du télétravail, du fait qu'ils ont des nouveaux produits en stock. Mais c'est trop optimiste. Bon, on donne pas des conseils d'achat d'actions, hein, c'est juste notre surtout, vision. Je suis le pire. Je suis pas trop mauvais en investissement privé, mais en investissement public, faut surtout pas écouter ce que je dis. Donc, il y a deux choses différentes. Un, est-ce que ça me trouble qu'Apple vaille 1,5 trillion de dollars ? Non. C'est une boîte c'est la plus belle boîte de tech et la plus belle boîte économiquement qui est sur le marché. Je veux dire, ils ont 250-270 milliards de dollars de cash. Imagine ce que ça représente. Et ça, c'est juste la balance sheet. Donc, c'est une boîte absolument incroyable. Mais le fait qu'elle vaille 1,5 trillion au milieu de la pandémie, ça n'a aucun sens. D'accord ? Donc c'est vraiment, pour moi, je fais une décorrélation entre la réalité économique d'aujourd'hui, où Apple devrait avoir été impacté, et le fait que Apple, comme le reste des GAFA, est une boîte qui est, c'est une très 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 belle boîte, et elle continue à vendre des produits, à sortir des produits, même si on n'a pas l'innovation que l'on avait du temps de Steve Jobs, ça reste une boîte qui est incroyable et incontournable. Bon, écoute... Pareil pour Microsoft. C'est pas le Microsoft de Bill Gates, mais le Microsoft de Satya Nadella qui a bougé dans le cloud. J'ai acheté ces stocks il y a très très longtemps et je suis très content d'être
investisseur personnel. Ouais. Mais du coup, est-ce que, pour revenir à ma question, est-ce que la chose qu'on imagine, c'est que les marchés pensent que les actions vont monter encore parce que les sociétés vont profiter du télétravail? Est-ce que tu crois que c'est ça, ou il y a autre chose, ou c'est moi qui vois ce que j'ai devant Non, je mon pense nez? pas que ce soit le. Non, Je c'est pense pas que ce soit le télétravail spécifiquement pour eux. Le télétravail, évidemment, a un impact. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu as la totalité de tes forces qui travaillent de chez eux, ça veut dire que tu leur as acheté des laptops. Beaucoup de gens utilisent ça, ouais. des Mac et des PC pour travailler. Peut-être qu'ils vont, de façon très ponctuelle, bénéficier, tu vois, d'un renouvellement d'un parc, parce que bon, comme tu travailles sur ton laptop tout le temps, enfin, je veux dire, la plupart des boîtes de tech, les gens utilisent des laptops de toute façon, d'accord. Donc ça a pas changé fondamentalement. C'est pas comme s'ils avaient, tu vois, des desktops au bureau et que d'un seul coup ils sont obligés de s'acheter des laptops. Je veux dire, je sais pas en Europe, mais aux États-Unis. Ouais, c'est-à-dire que les gens ont déjà de toute façon l'équipement, donc ça sera pas que tout à coup tout le monde va se mettre à acheter des machines qu'ils n'avaient pas. C'est juste que ça va faire effectivement avoir un petit impact, mais c'est pas ça qui va tout transformer, tu veux dire, parce qu'on achète déjà des machines pour tout le monde de toute façon. Oui, c'est pour ça que tu vois, les boîtes qui bénéficient énormément du travail en remote, c'est Zoom, c'est Slack, c'est ces boîtes qui ont d'un seul coup eu leur utilisation décuplée parce que tout le monde travaille de chez soi. Je comprends. Bon, effectivement, j'avais pas pensé Il n'y a pas vraiment de raison fondamentale qui explique pourquoi c'est aussi haut maintenant, mais je te dis, j'ai aucun problème avec le fait que ça a dépassé cette valeur mythique qu'il y a maintenant un an, un truc comme ça, ou un peu plus, des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, c'est pas plus étonnant, mais jusqu'où? Alors, ok, dernière question, promis. À ton avis, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que tu l'imagines encore monter? Et encore une fois, c'est pas des conseils d'achat d'actions, hein, mais. Oui, qu'est-ce qui ferait que Apple perde ça? Parce qu'il y a un premium sur l'action Apple. Parce que c'est Apple, parce que c'est une boîte qui a une marque extrêmement forte, des produits qui sont des produits phares. Et qu'est-ce qui amènerait les marchés financiers à voir Apple d'une façon moins positive? En gros, c'est leur capacité à augmenter leurs revenus, à augmenter leurs profits. Et s'ils n'arrivent pas à démontrer ça, effectivement, le multiple que tu payes aujourd'hui, qui est stratosphérique, diminuera. Mais je veux dire, c'est un peu le problème tu vois, tu te demandes pourquoi est-ce que Facebook est quasiment à son plus haut, mais parce qu'ils sont bâchés en tous les sens, mais ils sont quand même quasiment à leur plus haut. Tu vois, j'utilise un service qui s'appelle Seeking Alpha, qui me montre mon portefeuille, et tu vois, Apple est presque au plus haut, Google pas trop loin, Microsoft non plus, Amazon non plus. C'est assez. Y a pas de raison que ça. Facebook pareil. Ouais. Et spécifiquement pour Apple, spécifiquement pour Apple, à vrai dire, la question de l'innovation est évidemment importante, mais ça fait maintenant 6 ans, 7 ans que Steve Jobs est mort, et si l'innovation devait s'arrêter, enfin l'innovation s'est potentiellement arrêtée, mais ça n'a pas empêché Apple de continuer à dominer le marché dans leur niche et à s'étendre. Donc bon, à voir si ça peut continuer, mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On verra. Tu vois, si le marché se cassait la gueule de 25%, ce serait pas étonnant non plus. Et il n'y a pas de sens. Tu vois, alors que la plupart des boîtes du marché ont souffert. Oui. C'est Marion qui nous rejoint. Salut Marion. Ça y est, t'es là? Hello. Ça va? Oui, ça y est, j'ai réussi à vous rejoindre. Petite difficulté de sélection de Skype qui fait des siennes, mais bienvenue. On est en train de parler de la valeur boursière d'Apple, et puis on va avancer. Mais Jeff, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire en conclusion? Je sais même plus, moi. Tu m'interromps plus. Non, ce que j'allais dire, c'est bienvenue Marion. C'est le fait qu'il y a énormément de boîtes sur le marché qui ont souffert, et tu vois, par exemple, toutes les actions des
des boîtes dans le domaine de l'aviation, les hôtels, etc. ont énormément souffert. Donc il y a plein de boîtes qui sont descendues et c'est pas étonnant vu l'étendue de la catastrophe économique dans laquelle on se trouve. Et donc le fait que la tech soit super haute n'a pas vraiment de sens dans ce contexte-là. Et si on a une correction et tout se casse la gueule de, tu vois, 20-25%, ce sera pas étonnant. Ouais, donc c'est pour ça que ce sont des marchés qui sont super durs à lire. Parce que les gens qui ont décidé de shorter le marché, je ne sais pas comment ça se dit shorter en français, donc de prendre une position de couverture sur le marché en anticipant une baisse, s'en sont pris plein la tronche parce que les marchés n'ont pas baissé, mais si ça se trouve à un moment, ce sera la bonne position à prendre. Donc bon, c'est vraiment bizarre. D'accord, bon bah écoute, merci de nous confirmer que toi non plus tu n'as pas l'explication sur tout ça. Non. Sur Apple, juste pour mentionner le fait qu'il y a l'événement WWDC des développeurs la semaine prochaine, lundi prochain. Je ferai peut-être une petite couverture live, on verra pour ça peut être marrant. Mais l'important, c'est qu'il va sans doute y avoir l'annonce tant attendue des Mac avec processeur ARM. On en a déjà parlé dans l'émission par le passé, donc on ne va pas refaire remettre une couche là-dessus, mais ça se confirme encore et on en parlera la semaine prochaine puisque ça risque d'être annoncé. C'est un gros morceau quand même. L'autre gros sujet dont je voulais parler, c'était les conséquences de du mouvement Black Lives Matter dans la tech et directement dans la tech, vraiment les choses qui peuvent changer suite à ces mouvements, ces prises de conscience, ces grandes réflexions qui ont lieu dans toute la société américaine et pas que la société américaine. Et donc, il y a 2 points spécifiques que je voulais évoquer. Alors, d'une part, il y a des choses comme l'aspect un petit peu raciste de forums et de sites de discussion comme Reddit, qui sont en train d'être mis en avant par leurs utilisateurs encore plus qu'avant, en mode maintenant ça commence à suffire, il faut faire quelque chose et c'est une tendance qui est en train de s'étendre, dont on parlera peut-être un jour un peu plus longuement, mais ça c'est assez attendu on va dire. L'autre point c'est la manière dont Wikipédia, qui essaye d'être neutre, peut véritablement être neutre dans un système qui, lui, ne l'est pas. Comment est-ce que la justice raciale peut... la justice raciale a lancé des débats sur le principe même de cette neutralité, puisqu'elle est neutre par rapport à la société qui héberge la discussion. Mais si cette société a des biais, c'est forcément difficile d'être neutre par cet aspect. Donc ça, c'est une discussion intéressante aussi. Mais les 2 points sur lesquels je voulais qu'on passe un tout petit peu plus de temps, c'est d'une part ce qui se passe pour la reconnaissance faciale. Ça, c'est très intéressant parce que ça fait longtemps, ça fait, je dirais, au moins 1 an, que de nombreuses voix très proéminentes se sont élevées pour dire que la reconnaissance faciale n'est pas prête. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière, là. C'est possible, mais j'ai ouvert la fenêtre tellement il fait... Oui, d'accord. Ça fait une petite musique derrière tes paroles, c'est magnifique. Il fait chaud en Finlande, pour le coup, incroyable, et donc j'ai la fenêtre ouverte. Pardon, ça fait un moment que de nombreuses voix, dont Microsoft par exemple, dit que la reconnaissance faciale n'est pas prête parce qu'elle a des biais de reconnaissance, elle marche beaucoup moins bien sur certaines couleurs de peau, évidemment, les couleurs les plus sombres, et ils ont donc annoncé qu'ils n'allaient plus vendre de la même manière qu'IBM, aucun outil de reconnaissance faciale au département de police jusqu'à ce qu'il y ait une loi fédérale qui régule tout ça. Et Amazon, c'est le plus important, Amazon a décidé qu'ils allaient eux aussi arrêter de vendre leur service qui a été un petit peu controversé, qui s'appelle Rekognition. Ils vont arrêter de le vendre pendant 1 an. Parce que, et je dis qu'il est controversé parce que c'est justement l'un des services qui continuait à être utilisé par les services de police, alors qu'il est clairement établi que la reconnaissance faciale fonctionne beaucoup moins bien sur les personnes de couleur, comme je le disais. Donc Amazon a décidé de mettre un arrêt à cette vente, et c'était assez inattendu parce que généralement ils sont plutôt du côté de ceux qui disent « désolé, le service est nécessaire et on va le vendre ».
Et ils sont tous les deux, Amazon, Microsoft et d'autres, en train d'encourager encore une fois le gouvernement américain à légiférer sur la chose. Et je crois que toutes les voix sont unies aujourd'hui pour dire qu'une législation est nécessaire. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est le fait qu'Amazon rejoigne ce chorus. Et ça, c'était inattendu. L'autre mouvement qui est notable, c'est le mouvement qui vise à revoir certains termes qui sont utilisés fréquemment dans la tech, des termes qui ont une connotation culturelle chargée, comme les termes de maître et esclave. Dans la hiérarchie des appareils, on parle souvent de disque dur, maître et esclave, ce genre de choses. On pense aussi au blacklist, whitelist, liste blanche, liste noire, ce genre de choses. Et donc les réflexions vont vers simplement l'idée de prendre de nouveaux termes. Il y en a plein qui sont faciles à implémenter, comme par exemple pour remplacer master and slave, on peut imaginer branche principale et accessoire, ou enfin il y a plein de primaire, secondaire. Primaire, secondaire, tout à fait. C'est d'ailleurs des termes qui sont parfois utilisés. Il y en a plein, et de nombreux de nombreuses personnalités de la tech sont en train de réfléchir à la manière dont on peut implémenter ces changements. Qu'est-ce que vous pensez de la chose ? Alors, on parle de la reconnaissance faciale et de ces termes transformés ou changés. Peut-être Marion, toi qui viens d'arriver, du coup, je te pose les questions difficiles tout de suite. Merci, bienvenue. Ouais, exactement. La reconnaissance faciale, c'est un sujet assez passionnant. Ça fait quand même maintenant quelques années quand même qu'on signale que beaucoup de groupes et associations signalent les dangers que représente la reconnaissance faciale avec ses biais inhérents, où en fait la technologie ne fait que reproduire les biais dont elle est nourrie par les humains qui sont faillibles. Et donc je trouve que c'est vraiment une démarche assez intéressante finalement, vu que le gouvernement entre guillemets est à la traîne sur ce sujet, que des entreprises qui commercialisaient cela ils réfléchissent à deux fois. Moi, j'avais vu l'information de la part de IBM, qui est aussi un des acteurs majeurs de la reconnaissance faciale. On en parlait la semaine dernière, oui. Voilà, qui a fait une déclaration assez forte, et je trouve ça très bien qu'en effet Microsoft, Amazon emboîtent le pas, et en espérant que justement il y ait une législation et certains usages qui soient réglementés, qu'il y ait des tests pour contrecarrer tous les méfaits que la technologie peut avoir dans ce contexte-là. Et pour ce qui est du vocabulaire, pour invisibiliser des communautés, des minorités, etc., le langage en lui-même est important pour rendre visible ou invisible certaines injustices, certaines communautés, certaines minorités. C'est très important qu'on se questionne sur les mots qu'on emploie, comment on les emploie, et leurs connotations, leurs racines, etc. Jeff, est-ce qu'il y a... Toi, tu es au cœur des mouvements qui agitent l'Amérique. Enfin, au cœur, je veux dire, tu es aux États-Unis, donc c'est encore plus fort qu'ailleurs. Est-ce que ça t'évoque des choses, tout ça ? Oui, puis on a eu un couvre-feu à Palo Alto et par chez nous, dans notre nouvelle maison à Woodside, pendant quelques jours, et c'est absolument incroyable de penser que Palo Alto, qui doit être une des villes théoriquement les plus paisibles des États-Unis, a eu effectivement des riots, et il y avait vraiment beaucoup d'insécurité. Donc, sur la partie utilisation des technologies, il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme mouvement auprès des développeurs et des employés de ces boîtes-là, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, que ce soit, je ne sais pas à propos d'IBM, mais il y a beaucoup de gens qui, depuis longtemps, ont appelé à l'arrêt de l'utilisation des techs qui sont développés par ces boîtes par le gouvernement, et que c'est bien que les boîtes ont finalement décidé de prendre une position pour essayer
de rendre la technologie plus safe. C'est vraiment une question de maturité de la technologie. Hein. Le problème, ce qu'ils disent tous, c'est qu'elle n'est pas prête, cette technologie, à être utilisée à grande échelle. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que pour une fois, ils mettent leur profit en deuxième position et l'éthique en première, ce qui est relativement rare. Je crois que sur le cas, juste pour préciser, Microsoft le dit depuis très longtemps, donc peut-être que c'est une question effectivement d'éthique. Amazon, c'est vraiment aujourd'hui sous la pression qu'ils ont enfin décidé de dire ce genre de choses. Donc je crois qu'il y a peut-être une question d'image aussi. Ils sont sous le coup enfin, ils ont une image assez désastreuse en ce moment, Amazon, pour tout un tas de raisons. Et là, c'est peut-être un moyen de se protéger un tout petit peu. Bon. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est pas, ils ne l'ont pas fait au moment où c'était difficile à faire. Ils le font maintenant que c'est plus facile. Ouais, enfin, Jeff Bezos a toujours mené sa barque d'une façon assez claire, et je suis pas trop sûr de là où il a plié en fait face à ce que ses employés ou le monde entier disaient. Donc je sais pas. Tu as peut-être raison, c'est possible. Mais en tout cas, je sais qu'il y a énormément d'employés dans ces boîtes-là, de tech, qui se sont opposés à l'utilisation de ces technologies, soit en général, genre blanket, le gouvernement ne devrait pas utiliser nos technologies, et surtout l'intelligence artificielle appliquée à ce genre de problème, ça a été un sujet assez chaud. Sur la renommée, tous ces termes qui sont racistes sans vraiment que tu y penses. C'est-à-dire que c'est vrai que master-slave, c'est quelque chose qu'on utilise dans le domaine de l'informatique tout le temps. Et c'est vrai que tu mets en place un langage qui est raciste sans le vouloir, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un environnement qui est raciste sans le vouloir. Il y a des gens qui veulent être racistes et qui le sont, et puis après, t'en as qui continuent donc des pratiques racistes en criant haut et fort qu'ils sont pas racistes, et ils le sont pas. Mais le problème, c'est que le langage, les pratiques doivent être revus, et je pense que, je sais pas, c'est cette fois-ci. Parce que malheureusement, le fait d'avoir quelqu'un de African American ou de noir abattu par la police, c'est une réalité qui se passe quasiment tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours aux États-Unis. C'est extrêmement fréquent. Cela dit, cette fois-ci, on a vraiment l'impression de voir un impact et une amplitude que j'ai jamais vu en 20 ans de vie aux États-Unis. Donc ça veut dire que j'ai entendu des dizaines ou des centaines de Noirs se faire tuer par la police, parce que malheureusement ça arrive tellement super souvent. Et cette fois-ci, George Floyd, c'est vraiment différent. Alors est-ce que c'est lié à la pandémie, le fait que tout le monde était chez soi et n'en pouvait plus après 3 mois de shelter in place, ou est-ce que c'est vraiment le fait que sous un gouvernement Trump, c'est ressenti encore de façon plus forte? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, la volonté de changement est réelle. Alors, est-ce que ça va amener du changement, ou est-ce que on va revenir aux pratiques habituelles? Je ne sais pas. Franchement, il y a en fait aussi... sur cette question des termes, je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est des mots qu'on utilise qui ont un sens différent, ce que je pourrais comprendre. » Le truc, c'est qu'il faut aussi penser, qu'est-ce que ça coûte de décider, maître, esclave, on va décider de les appeler autrement. Quel est le coût à la société et aux personnes qui vont faire ce changement de langage? Rien. Et peut-être que ça a une influence inconsciente, peut-être pas.
Mais si ça a une influence, autant choisir des termes un peu plus propres, quoi, un peu plus neutres. Et j'ai pas vraiment entendu, donc je suis pas en train de dire il y a plein de gens qui disent non, il faut garder les termes esclave et maître. J'imagine que la plupart des gens s'en foutent, mais je suis sûr qu'il y a, je sais qu'il y a des mouvances où on se dit mais on nous emmerde à vouloir changer des trucs qui n'ont pas d'importance, qui font partie de notre passif, etc. Bah, en tout cas, sur ce point précis, moi j'ai l'impression que ça ne coûte absolument rien. Et du coup, pourquoi s'y accrocher, quoi? Donc voilà, Non, je suis d'accord, mais je pense que tu vois, ça pose la question de jusqu'où tu veux aller dans le domaine de la culture et du langage. Donc, il a été annoncé ce week-end que le film Autant en emporte le vent a été retiré de, je sais pas si c'est Netflix ou si c'est de... Non, c'était HBO et c'est pas tout à fait vrai. C'est une fake news qui a beaucoup circulé. Enfin, ils l'ont supprimé le temps de remettre, de créer un contexte autour du truc, parce que c'est vrai que c'est un film qui est dans un contexte particulier, mais ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient jamais le diffuser. Ils l'ont supprimé il y a quelques semaines et ils vont le remettre avec un peu plus de contexte, de la même manière que Disney qui diffuse des films qui ont été créés à une période où le contexte social était différent, mais des petits avertissements ici et là pour dire, voilà, le contexte culturel était différent. La série Cops a été arrêtée, donc ils ont arrêté sa transmission, et j'ai lu un article assez passionné de quelqu'un qui disait il faudrait que Hollywood arrête complètement tous les films de flics, parce que ça met les flics en valeur alors que c'est des enfoirés, etc., etc. Et effectivement, tu as des gens qui vont souscrire à ça, parce que tu as un flic ou deux ou 10 ou 100 qui ont tué des gens qui étaient pas forcément dans une situation qui justifiait ce niveau de violence. Et la question, c'est jusqu'où la société veut aller dans sa redéfinition de ce qui est OK et pas raciste. Et fondamentalement, ce sont des vraies questions. Bah, c'est sûr, oui. C'est des questions auxquelles il est difficile de répondre de manière générale. Je crois que personne pourra dire oui, il faut tout changer ou non, on doit rien changer. Et en plus, on sort un petit peu du cadre de la tech. Mais je crois que ce qu'on peut dire sur le sujet qui nous occupe, qui est les termes tech comme master and slave et maître et esclave, bah cela, moi, mon opinion, c'est que ça coûte rien de les changer. Donc, ok, sur ce point, on analyse. Toi, tu dis que ça coûte rien de le changer. Moi, j'ai entendu d'autres sons de cloche avec le problème de la force de l'habitude. En fait, les gens ont juste... En fait, changer, ça demande un effort. Donc, par définition, les gens n'ont pas envie de faire un effort. Alors après, certains auront plus envie que d'autres de le faire, mais moi, j'ai entendu des personnes qui disaient, bah non, on ne devrait pas changer des mots, etc. Mais c'est ignorer la force du vocabulaire que tu emploies et comment le vocabulaire que tu utilises peut mais mettre en forme tes pensées aussi et guider tes pensées et ton appréciation de la société. Et donc c'est pour ça que là, en effet, c'est intéressant qu'on ait cette discussion au moins sur quels sont les termes qui sont pas respectueux, etc., qu'on peut changer, mettre à jour. Ouais. Tout à fait. Écoutez, je vous encourage, cette discussion, je suis sûr, va continuer à avoir lieu un petit peu partout. Si vous voulez justement avoir des réflexions et des avis de personnes un petit peu plus concernées sur des sujets pas exactement les mêmes mais similaires, j'ai enregistré la semaine dernière un épisode du Phileas Club, Phileas, avec 3 personnes noires françaises qui nous parlent de la manière dont ils vivent. Alors, c'est pas du tout tech, mais c'est la manière dont ils vivent en France, la France et sa culture et son contexte. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller écouter ça. C'est l'épisode de la semaine dernière et c'est sur le Phileas Club, Phileas. Bon, écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous parler de Patreon. Qu'est-ce que c'est Patreon ? Patreon, c'est une merveille qui permet à cette émission d'exister grâce à vous. Patreon, c'est un endroit où vous créez un compte en 1 seconde et demie et vous décidez que vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech
à hauteur de $1 par épisode, $3 par épisode, le prix d'un petit café, le prix d'une petite bière par exemple. Là, chaque semaine, vous avez une émission sympathique à écouter qui vous résume un sujet important et complexe. Et peut-être que ça vaut le prix d'une petite bière. Vous m'offrez une bière à chaque fois que vous écoutez l'émission. Bah, pourquoi pas. Vous pouvez le faire très simplement sur patreon.com/rdvtech. Et si vous écoutez l'émission depuis un moment et qu'elle vous apporte quelque chose, peut-être que vous pourriez vous dire que vous allez décider de la soutenir financièrement. Ça serait super cool, ça aide énormément évidemment. C'est le revenu de très très loin, le revenu principal de l'émission. Donc si vous l'appréciez, patreon.com/rdvtech. Deux petits points aussi. J'ai posté la semaine dernière l'épisode de rattrapage de l'émission. Vous savez, ce format court de 10 minutes qui est un remontage de l'émission. Et je vous ai demandé votre avis sur Twitter. Et la plupart des gens semblent être soit dans la catégorie « j'aime bien », soit être dans la catégorie « why not ». Il y a quand même quelques personnes qui sont dans la catégorie qui disent que ça encombre le flux, quand même une bonne partie, presque, allez, un peu plus de 40%. Donc, c'est une bonne partie de gens qui n'apprécient pas trop l'idée d'avoir l'épisode dans le flux. Donc, mais il y a quand même plus de la majorité qui disent oui, j'aime bien ou pourquoi pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de le mettre de le laisser pendant quelques semaines. Et puis peut-être 2, 3, 4 semaines, et puis voir, ou l'été, je ne sais pas, voir si ça plaît ou pas, si les gens s'habituent. Je ne suis pas encore sûr, on va voir, mais voir si les gens s'habituent. Et puis, après l'été, je déciderai si on le garde ou pas. Si ça ne vous plaît pas du tout, dites-le moi. Si ça vous plaît beaucoup, dites-le moi. Je n'ai pas complètement... évidemment, pris de décision finale sur le sujet. Il est possible que, pourquoi pas, je me dirige vers l'idée de faire un flux séparé pour ce format. Le problème, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir un format qui est disponible pour tout le monde, tout le temps. Pour le cas où vous n'avez pas réussi à écouter l'épisode complet. Et en fin de semaine, il est disponible pour le cas où vous n'avez pas écouté l'épisode complet. Ceux qui ont écouté l'épisode complet, bah, ça ne change pas grand-chose pour eux. Ceux qui ne l'ont pas écouté, eh ben, ils ont l'occasion, le lundi matin par exemple, d'écouter l'épisode de rattrapage pour être à jour. Donc ça, c'est l'idée. Si ça ne vous plaît pas, si ça encombre le flux, je retirerai le format, mais pour le moment, il y a des gens qui aiment bien. Donc évidemment, c'est une situation toujours compliquée où on se dit, s'il y a des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Et forcément, quand je pose la question, il y a toujours des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas. Donc je vais lui laisser quand même quelques semaines, je crois, à moins que tout à coup, tout le monde aille sur Twitter ou ailleurs pour me dire non, 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 surtout pas, c'est horrible. Et dans ce cas-là, évidemment, je vous écoute. Hein. Mais je vais lui laisser quelques semaines pour voir si les gens s'y font. Et puis, si ça ne vous plaît pas, eh ben, on le retirera. Donc, je crois qu'on va faire comme ça. L'autre sujet, enfin, le dernier, avant de reprendre les news, c'est la newsletter. N'oubliez pas qu'il y a une newsletter qui est disponible. Vous allez sur frenchspin.fr/newsletter, vous pouvez vous inscrire et vous avez encore un autre moyen de suivre l'actu tech et un petit peu gaming aussi. C'est un travail qui est plutôt sympathique à faire avec Fanny et qui m'aide à produire les émissions. Et je crois que le résultat est plutôt sympa. Donc, allez sur frenchspin.fr/newsletter, je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission, et vous pouvez laisser votre email et vous recevrez la newsletter tous les mois. Donc, voilà, pour vous, entre parenthèses, les patriotes en reçoivent une version hebdomadaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez également faire ce choix-là. Alors, news et rumeurs. D'abord, la PlayStation 5. Sony a annoncé les jeux qui allaient arriver avec la console. Ils ont présenté de nombreux jeux et le design de la console. Alors, il y aurait plein de choses à dire dessus, mais si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous recommande d'aller écouter le rendez-vous jeu, dans lequel on a fait un résumé analyse de cette conférence, de cette présentation, où on a tout passé en détail, mais en gros, le plus important, je crois, c'est qu'il y aura 2 consoles,
une version avec lecteur de Blu-ray et une version sans lecteur de Blu-ray, donc entièrement numérique. On l'attendait pas, mais c'est assez logique. Ça n'avait pas du tout leaké, mais c'est assez logique que certains n'aient plus besoin de médias physiques, et puis et la connexion qu'il permet. Et puis surtout, ça pourrait permettre à Sony d'avoir une console à un prix un petit peu réduit, ce qui est évidemment important dans le lancement de nouveaux produits. Donc ça, au niveau des produits, c'est assez intéressant à noter. Et de l'autre côté, on a des rumeurs sur Samsung qui pourraient dévoiler début août les Galaxy Note 20. Bon, ça, c'est pas très surprenant, mais surtout le Galaxy Fold 2. Donc, on pourrait avoir une nouvelle version du téléphone pliable de Samsung annoncée début août et disponible, je crois que c'est le 20 août. Et on n'a rien vu encore à ce stade de à quoi pourrait ressembler ce Galaxy Fold 2, mais évidemment, le premier était un petit peu un produit pas de test, on sait tous les problèmes qu'il a eu, mais un premier produit, une version presque prototype. Très curieux de voir à quoi ressemblera le deuxième avec le savoir-faire qu'a acquis Samsung. Donc, PlayStation 5 et Galaxy Fold 2. Est-ce que tu n'as plus le temps de jouer, Jeff, maintenant ? Toi, tu es trop sérieux. Donc, j'imagine que la PlayStation 5 ne sera pas pour toi. Tu es muté, hein, je ne sais pas si tu... Ouais, non. J'ai jamais joué sur les consoles, sauf il y a très. Ah, d'accord. Donc moi j'ai joué sur le téléphone un petit peu, du temps où j'investissais en fait dans le domaine. Donc on parle de Tapulus, Tap Revenge il y a très longtemps. Et non, en fait, ces jours-ci, je continue à jouer à World of Warcraft et je raid Molten Core avec mon paladin prod. Ce qui est rare parce que personne ne veut jouer un prod paladin alors que c'est super rigolo. Donc c'est les seules détentes que j'ai pour quelques heures par semaine. Donc pas de console PlayStation 5 pour Jeff. Marion, le design un petit peu onduleux et blanc et noir avec des courbes, tout ça, elle est énorme en plus, la console, elle est très grosse. Ça t'a plu en tant que pas joueuse hardcore ? Est-ce que ça t'a intrigué ? Mais justement, je voulais te demander ton avis, mais écoute, moi, de mon côté, j'aime bien le form factor de la manette. Après le mélange noir et blanc, je pense que ça va très mal vieillir parce que quand tu sais combien d'heures tu restes à tenir tes manettes et à suer dessus et à jamais nettoyer, tu vois l'état des claviers Apple, et ben là ça va être sympathique aussi avec les manettes. Écoute, il y a des manettes noires, donc j'imagine qu'il y aura peut-être des consoles noires aussi, mais c'est vrai que la console avec l'extérieur blanc et l'intérieur noir, au-delà du fait qu'elle a été comparée à toutes sortes de modems et de box internet. De machine à café ? De machine à café aussi. Je crois que ça va très mal vieillir, pas parce que ça va salir, encore que ça aussi peut-être, mais surtout, c'est un design un peu futuriste, genre vaisseau spatial, et ça vieillit généralement très mal. Mais bon, on verra dans quelques années. Et je ne sais pas si elle est faite juste pour être tenue à la verticale ou si elle peut se pivoter sur le côté. Enfin, ça n'a pas l'air très pratique. On peut. En fait, ça fonctionne. En fait, D'accord. Ça fonctionne, ouais. On peut la poser. Peut-être qu'il y a un petit truc à mettre en dessous, mais oui, on peut la poser à plat. Et ça, c'est très important pour moi, effectivement. Entre parenthèses, elle n'est pas disponible encore maintenant. Hein. Si vous ne suivez pas l'actu du jeu vidéo, elle sort. On n'a pas la date ni le prix, mais elle sort autour de la fin de l'année, donc sans doute fin octobre, novembre, quelque chose comme ça. Twitter fait des changements. On a un changement qui a été annoncé, en tout cas qu'ils sont en train de tester, l'idée qu'ils vous proposent, si vous voulez retweeter quelque chose sans avoir cliqué sur le lien du tweet, ils vous mettent un petit message pour vous dire vous ne semblez pas avoir lu cet article, ou plutôt êtes-vous sûr d'avoir lu cet article, peut-être par ailleurs, êtes-vous sûr de vouloir retweeter sans avoir lu l'article ? Ils sont en train de tester ça sur Android. Je trouve ça, bon, c'est un petit peu, paternaliste, mais je trouve ça pas si mal comme idée. Évidemment, on peut quand même tweeter la chose, mais
Je trouve ça pas mal comme idée. Je ne sais pas si vous vous sentiriez frustré que Twitter vous dise « Hey, t'as pas lu l'article, Marion, est-ce que t'es sûr que tu veux retweeter quand même sans avoir rien compris à ce dont il s'agissait ?» Moi, je trouve ça pas mal. J'aimerais beaucoup avoir les données, les stats sur le nombre de personnes qui retweetent sans cliquer sur les liens. Ben, Alors oui, on peut imaginer que quelqu'un a lu le lien par ailleurs, mais j'imagine que c'est pas la majorité des gens. C'est quand même une grosse hypothèse, là. C'est sûr. Le problème, c'est que c'est vachement compliqué. C'est vachement compliqué, en fait, de savoir si quelqu'un a effectivement lu l'article ou pas. D'accord ? Non, c'est juste si tu as cliqué dessus dans Twitter. Hein, c'est juste ça. C'est ça. C'est la seule façon, parce qu'on a une boîte qui s'appelle Scroll, qui est en gros un espèce de Netflix pour le monde des médias. Et en fait, savoir si un article que tu lis, tu vois, dans un browser, dans un autre, en cliquant sur Twitter, en cliquant sur Facebook, etc., c'est vachement compliqué parce que chaque programme ouvre une instance de son browser. Donc, c'est un truc qui est assez compliqué. Donc, j'aime bien l'idée. En gros, tout ça, c'est l'espèce de guerre que Twitter a déclarée à la désinformation et en gros à Donald Trump. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, y compris lui, qui vont retweeter des trucs qu'il n'a pas lus. Et donc, ils se disent, on va essayer d'éduquer notre base installée, ce qui est louable, mais pratiquement parlant, je serais curieux de savoir s'ils font ça pour n'importe quel type de contenu ou du contenu qu'ils considèrent étant comme, tu vois, potentiellement qui amènerait des divisions, tu vois. Si tu essaies de retweeter une recette de cuisine, je ne sais pas s'il devrait te dire que tu n'as pas lu la recette de cuisine. Écoute, j'ai l'impression que c'est pour tous les types de liens. En tout cas, il ne mentionne pas que ça ne serait pas le cas. Je veux aussi préciser que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retweeter. C'est juste qu'il y a une mention. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le retweeter ? Mais on peut dire oui et ça retweet quand même. C'est pas qu'ils nous interdisent de retweeter le truc avant qu'on ait cliqué sur le lien. Donc c'est important à préciser. Facebook a aussi annoncé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parle régulièrement des questions de deepfake et du fait que les algorithmes pourraient repérer les deepfakes et donc les supprimer des réseaux sociaux ou au moins les signaler. Eh ben, Facebook avait lancé une sorte de concours, de challenge pour examiner des algorithmes qui repéreraient les deepfakes et celui qui a réussi parmi des dizaines de milliers de participations, celui qui a réussi le mieux à repérer les deepfakes, en moyenne, il réussissait à en repérer 65% environ. Donc, si on pense que, là encore, la technologie va nous sauver et pouvoir repérer les deepfakes et donc tout simplement régler le problème, eh ben, il faut revoir la chose. Alors, Facebook travaille sur des algorithmes plus performants, peut-être qu'ils y arriveront, mais 65% c'est pas mal, mais c'est certainement pas un chiffre qui nous permet d'externaliser ça vers les algorithmes et de régler le problème. Donc c'est pas pour tout de suite le repérage des deepfakes automatisés. Seulement 65% de justesse pour l'algorithme le plus performant dans ce domaine. Ouais, mais ça va s'améliorer. Et je veux dire, c'est déjà pas mal, sachant que tu as des deepfakes qui sont quand même très très bien faits, quoi. Et je pense que c'est fondamental que le monde de la technologie se rallie pour essayer de les détecter le plus possible, parce que tu parles de désinformation, je veux dire, ça n'a pas l'importance que tu ne lises pas un article, parce que là, c'est carrément des trucs qui vont être absolument faux, mais qui vont avoir l'air tellement réels que les gens se feront avoir, quoi. Peut-être que la technologie va avancer, effectivement, mais elle va avancer dans les deux sens. Plus les algorithmes vont pouvoir détecter, et plus les deepfakes seront difficiles à détecter, j'imagine. Mais... Tout à fait. Marion, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, non, déjà rien que l'homme, je trouve qu'on n'est pas très très bon à détecter les deepfakes. Alors évidemment, on peut pas s'attendre à détecter nous-mêmes quand on voit que la machine, elle aussi, a pas des performances
tip top. Et là, je vois des exemples, je suis incapable de faire la différence là. Ouais. Dans l'article que tu as mis, c'est assez impressionnant. Je crois qu'il y a un changement de paradigme à faire et se dire de la même manière que Photoshop, parfois il y a des trucs qu'on ne sait pas si c'est retouché ou pas. Il va falloir qu'on commence à se dire, on a intérêt à connaître, enfin à avoir quelqu'un qui connaît le contexte et qui nous explique exactement ce que c'est dans certains cas pour s'assurer que la vidéo qu'on voit est bien légitime. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais dans quelques années peut-être. Ouais, mais là, ce qu'on peut avoir aussi, c'est avec le deepfake, tu as quand même pas mal de harcèlement ou de revenge porn qui va avoir un impact sur les victimes. On parle évidemment des montages Photoshop qui sont évidemment pas recommandés, mais bon, là, c'est un autre niveau quand même. Ouais, c'est encore pire, oui, c'est vrai. Et là, pour le coup, le fait qu'on sache ou pas que c'est un deepfake, nous, en le regardant, n'a pas d'importance. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir le détecter pour au moins le classifier, le notifier à quelqu'un qui puisse voir que... Bon. Écoutez, on fait l'alternance. C'est Jeff qui va devoir nous quitter parce qu'il a son prochain rendez-vous qui s'approche. Donc, je te remercie. On n'a pas loin d'avoir fini, mais je te remercie d'avoir été avec nous, Jeff. Et je te souhaite un excellent rendez-vous suivant qui sera forcément beaucoup moins sympathique, beaucoup moins drôle, beaucoup moins distrayant. Ah oui, y a déjà, non, quand même, c'est avec mon équipe, c'est mon meeting avec toute mon équipe qu'on fait par Zoom maintenant. Donc bon, je les aime beaucoup, mon équipe. Donc on va peut-être pas dire ça, mais c'est toujours un plaisir de vous rejoindre. Et j'espère que dans ces temps troublés, vous réussissez quand même à garder le moral. Et j'espère que c'est ce que le rendez-vous tech vous aide à faire. Donc à bientôt, au mois prochain, et bisous à tous. Ciao, ciao, Jeff. Ciao. Et donc, nos derniers sujets, d'une part, le redesign de Snapchat. Alors, on n'a pas l'habitude de parler de redesign d'application, mais là, pour moi, c'est un changement cataclysmique parce que Snapchat ajoute une petite barre de menu en bas pour ses différentes sections. Et vraiment, Snapchat était connu pour son aspect complètement obtus, qu'il était impossible à comprendre, la navigation était impossible à comprendre si on n'avait pas l'habitude de l'utiliser déjà. Et là, ils sont en train de faire quelque chose d'inattendu, même d'inimaginable. Ils vont simplifier la navigation. Et du coup, pour moi, ça montre un petit peu le fait qu'ils ont atteint les limites de la croissance avec les publics un petit peu qui étaient au courant de la manière dont ça fonctionne. C'était un petit peu secret, c'est pas pour les parents, Snapchat. Et dans une certaine mesure, là, ils rendent la chose plus accessible pour que plus de gens normaux, entre guillemets, puissent utiliser Snapchat. Je trouve ça hyper important dans l'histoire de Snapchat, quoi. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils avaient tenté une mise à jour avec un énorme échec puisque les utilisateurs avaient boycotté le Snapchat et du coup le CEO avait été forcé d'admettre l'échec de la mise à jour et était revenu à une autre version. Tout à fait, mais je crois pas que c'était une petite barre de navigation classique en bas. Non, pas du tout. Ouais. Tout à fait, non, mais tu as raison, les changements d'interface de Snapchat, on en a déjà eu, mais là, on a l'impression de voir, je sais pas, Twitter ou n'importe quelle application de réseau social classique. Il y a vraiment les différentes sections de l'application dans la barre de menu en bas, alors qu'avant, il fallait je swipe en haut, je swipe à gauche, attends, j'ai pas compris, je suis dans quel menu, je swipe à droite. Là, c'est... moi, ce que je me dis, c'est qu'ils voient que leurs utilisateurs sont en train de partir vers TikTok. Et du coup, qui sont déjà partis vers TikTok, même s'ils ont encore beaucoup d'utilisateurs, Snapchat évidemment, mais ils sont en train de se dire, bon, c'est pas possible, on a tout essayé, il faut qu'on ait plus d'utilisateurs, quoi. Pour moi, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Donc, en effet, le fait d'élargir la base d'utilisateurs, ça, c'était déjà le cas quand ils avaient fait l'autre mise à jour, puisque c'était également pour faciliter l'onboarding, la découverte de l'application. Je pense que là, ils ont un vrai problème de discoverabilité des nouvelles fonctionnalités qu'ils vont ajouter avec les espèces d'applications tierces qui vont permettre de commander des tickets de cinéma, de partager des horaires de classe, etc. Et donc, en fait, ils sont obligés de mettre de l'ordre en fait, dans cette application qui commence à faire
beaucoup de choses. Et donc, ça veut dire aussi avoir une navigation un peu plus standard, mais qui va faciliter la découverte, à voir si l'usage va évoluer. Ouais. À voir, effectivement. Si vous n'êtes pas encore sur Snapchat, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Alors, tu vas t'y mettre, toi ? Je suis déjà sur Snapchat. Ah, je te suis pas sur Snapchat, alors je suis pas au Écoute, courant. je l'ai pas beaucoup lancé ces derniers temps. Si je suis complètement honnête, je lurk un petit peu plus sur TikTok que sur Snapchat. Donc, tu es plus un TikTok user, ok. Exactement. Mais oui, je suis tout à fait sur Snapchat et je l'utilise pas beaucoup. Mais bon, moi, je suis partout de toute façon. Tu le sais bien. Oui, et donc je voulais conclure avec 2 sujets un petit peu légaux. D'une part, la Californie, l'agence de régulation des transports en Californie a dit très clairement et très officiellement que les conducteurs de Uber et Lyft étaient des employés de ces sociétés. Alors, c'est pas la première fois que on entend ce type de classification, notamment avec une nouvelle loi qui s'appelait AB5, qui date d'il y a quelques mois, qui établissait cette chose également, mais une agence de plus qui ratifie la chose, on va dire. On est en train de s'acheminer vraiment vers, dans l'ensemble du monde, c'est déjà un petit peu le cas en France et ailleurs, les employés de ce type de société sont considérés comme employés et donc, enfin les employés, je veux dire les conducteurs de ce type de société sont considérés comme des employés et donc doivent être rémunérés et surtout avoir des cotisations sociales payées par l'employeur qui les aident de la même manière que les employés normaux, entre guillemets, le font dans des sociétés normales. Ça pose encore une fois, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, ça pose la question de ce statut. Est-ce qu'ils sont employés? Est-ce qu'ils sont freelance? Est-ce qu'ils sont un statut entre les deux? Bon, bah là, la Californie a l'air de se diriger vraiment vers ce statut d'employé, sachant que, il faut le préciser tout de même, employé en France et employé aux États-Unis, ça ne veut pas dire la même chose, surtout au niveau des protections sociales. Donc, à relativiser quand même un petit peu, et il faut en comprendre le contexte. Et d'un autre côté, on vous a parlé à plusieurs reprises de ce sujet sur l'accès à la pornographie. Je crois qu'on en parlait même la semaine dernière. Il se trouve que le Sénat, et là on parle de la France, le Sénat a lui aussi approuvé le texte de loi qui exige des sites pornographiques qu'ils contrôlent l'âge des internautes sous peine de blocage au niveau des FAI, sachant que, encore une fois, on n'a pas du tout détaillé les modalités de ce contrôle, comment est-ce que ça se passerait, qui pourrait faire ces contrôles, comment l'implémenter, et c'est tout le problème de tous les pays qui se sont attaqués à la question et qui n'ont pas réussi à trouver de solution satisfaisante et qui donc l'ont abandonné. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, même admettons que l'intention soit bonne, il y a vraiment quelque chose de frustrant dans la méconnaissance des problèmes d'implémentation. Et peut-être qu'ils le savent et qu'ils se disent bah, c'est pas grave, il faut quand même imprimer l'intention, mais c'est quelque chose qui est pour moi comment dire, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait leur devoir, quoi, qu'ils n'ont pas fait leur recherche avant. Maintenant, on est à un stade où une commission paritaire doit réconcilier les 2 textes, le texte de l'Assemblée et le texte du Sénat. On va voir où ça va, on continuera à vous dire où ça va. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore une loi qui a été votée, mais les textes ont été approuvés et donc ça continue à avancer. Le plus frustrant, c'est que ça continue à avancer sans les détails de l'implémentation. C'est-à-dire que nulle part, il est précisé comment ces contrôles vont se faire, ce qui est quand même le cœur du problème. Oui, c'est ça qui est quand même assez étonnant dans ces mesures. Mais encore une fois, c'est ce que tu disais, c'est pas la première fois qu'un sujet avance de cette manière. C'est personne ne se questionne sur la faisabilité de la chose. Et qui va être touché, si ça va être les sites internet plutôt français qui vont être pénalisés en premier et que les autres vont juste dire bon bah d'accord, notre site ne sera pas disponible en France, on s'en fout, on a une audience internationale. Et donc du coup, ça va encore de nouveau pénaliser les services français, quoi. Ouais, effectivement.
Bon, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. C'était animé, agité, avec plein de choses qui se sont passées, mais évidemment toujours sympathique de passer un petit moment avec vous. Je dis vous, je parle de Jeff et Marion, bien sûr, et évidemment des auditeurs qui ont écouté cette petite heure d'émission. Avant de se quitter, comme toujours, je rappelle que Jeff est sur Twitter, il est @Jeff, et Marion, je te laisse la parole pour nous dire toi-même où on peut te retrouver. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aisea Design ou sur le live Le Mug de la chaîne Naotech. Magnifique, les liens vers les comptes Twitter seront dans les notes des émissions. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et sur Instagram, où je continue à faire plein de petites illustrations de notamment l'endroit où je vis. Donc, si vous avez été séduit par les petits chants d'oiseaux pendant cette émission, NotePatrick sur Instagram, vous aurez les images qui vont avec, notamment, il y a plein d'autres choses également. Si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvtech. Maintenant, on arrive au bout de l'émission, donc vous pouvez lancer votre navigateur, c'est très très simple, ou même cliquer dans le lien, ou taper dans le lien qui est dans les notes de l'émission. Ça vous emmène direct là-dessus, ça prend 2 minutes et ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour qu'on reste en contact et pour vous informer. C'est vraiment mon but, c'est de continuer à vous informer de tous les moyens possibles. Et on se retrouve dans une semaine avec certainement un compte-rendu de la conférence d'Apple qui risque d'être un petit morceau si effectivement ils annoncent un changement d'architecture, mais bon, on en discutera à ce moment. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous! Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas, mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain.